Merci professeur Légier, merci professeur Moelle pour cette invitation. Donc brièvement, je vais vous introduire donc ces travaux préliminaires donc sur le microbiote urinaire et le cancer. Et donc le point de départ de la réflexion de ce travail finalement, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas récent, c'est la BCG thérapie. Ça fait 50 ans qu'on traite en tout cas certaines formes de cancer de la vessie par injection intravésicale de Mycobacterium bovis. Donc ça fait 50 ans qu'on fait ça, et ça fait 50 ans qu'on a à peu près le même modèle épidémiologique finalement concernant le cancer de la vessie, qui touche principalement, en tout cas beaucoup plus les hommes. Et donc à l'époque, le facteur d'exposition majoritairement incriminé, c'était la cigarette, où on avait même, comme on peut le voir ici, une courbe dose-effet. Sauf que aujourd'hui, ce modèle semble un petit peu dépassé, puisque le risque attribuable à la cigarette vis-à-vis du cancer de la vessie, il est exactement le même dans cette étude qui a été publiée en 2011 entre les hommes et les femmes, et pourtant, à l'heure actuelle, il y a toujours beaucoup plus, entre 3 et 4, le facteur est entre 3 et 4 selon les études, beaucoup plus de cancer de la vessie chez les hommes que chez les femmes. On est à l'heure actuelle dans une ère où on parle beaucoup d'oncomicrobiotiques, donc ces microbes bénéfiques, donc qui ont notamment été utilisés dans pas mal de travaux comme thérapeutique adjuvante dans certains types de cancers, et puis il y a d'autres travaux qui suggèrent qu'ils seraient même potentiellement à l'origine de la carcinogénèse, et donc il n'est pas déraisonnable d'imaginer un lien entre le microbiote urinaire et le cancer de la vessie. Donc pour cela, il y a un travail qui a été mené par un de nos étudiants en Master 2, Yacouba Abdourahmane, qui avait pour objectif de caractériser le microbiote urinaire de patients avec cancer de la vessie versus des contrôles par ces deux approches que vous avez vues. La première de culture omique, donc de culture au débit, où on ne se focalise pas que sur les germes faciles à cultiver, et puis par métagénomique, là on séquence tout, donc on analyse des séquences et puis on regarde ce qu'on a. Et donc à terme, l'objectif était également d'identifier de potentiels marqueurs, notamment de ce cancer de la vessie. Les inclusions avaient été réalisées dans le service du professeur Le Chevalier, majoritairement en 2017. Ce qui est important, c'est que c'était des urines mictionnelles qui avaient été collectées avant cystoscopie, et donc on avait des patients soit avec un cancer donc pour un suivi, soit pour un nouveau diagnostic, soit des patients qui venaient pour toute autre chose, et donc on avait inclus également des contrôles. Donc pour cela, on avait recueilli plusieurs types de données sociodémographiques, cliniques et biologiques, et donc on avait appliqué ce qu'on vous avait vu, la technique de culture omique. Donc là, c'était toujours en inoculant de gros volumes. La différence, c'est qu'on avait mis en place, pour absorber ce grand nombre de prélèvements, un protocole de culture rapide. En moins de 3 semaines, on était capable de terminer l'analyse d'un échantillon. Donc en parallèle de ça, on avait réalisé une étude de séquençage au débit. En ce qui concerne les mycobactéries, on s'y est quand même intéressé, une attention toute particulière, avec des PCR qui ciblaient toutes les mycobactéries, et puis des PCR qui gènent l'ARN polymérase de ces mycobactéries, enfin des PCR ciblant le gène de la cellulase. Alors, au niveau des inclusions, eh bien, naturellement, on avait un biais, puisqu'on recrutait des patients qui venaient pour une cystoscopie. On a quand même recruté nettement plus de patients de sexe masculin par rapport au féminin. Quelque chose qui est assez intéressant et qui justement contredit le modèle épidémiologique historique, c'est que dans le groupe cancer, finalement, il n'y avait que 12% des patients qui avaient un antécédent de tabagisme. Enfin, pour ceux qui avaient un cancer qui était suivi, on avait 62% d'entre eux qui avaient eu une BCG thérapie. Alors les résultats de la culture, finalement, moi je ne sais pas trop comment les interpréter, puisque ce qui sort significatif, c'est que dans le groupe cancer, on a 3 germes, qui sont des germes réservoirs cutanés, des staphylocoques à coagulase négative et un Propionibacterium acnes qui sortent significativement associés au groupe cancer. En revanche, même si ce n'est pas significatif, on peut voir que dans le groupe contrôle, on a un tir groupé de germes dont le réservoir est digestif, des clostridium, des bifidobacterium, des entérobactéries et des entérocoques. Donc plutôt des germes digestifs dans le groupe contrôle et plutôt des germes cutanés dans le groupe cancer. Au niveau de la métagénomique, la première chose qu'on regarde en général, c'est la richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces bactériennes, et la diversité, c'est-à-dire leur répartition dans le microbiote en lui-même. Il n'y avait aucune différence entre le groupe cancer et le groupe non-cancer, et pour les mycobactéries, rien de particulier. On n'avait pas d'OTU qui correspondait à Mycobacterium, et toutes les PCR spécifiques s'étaient révélées négatives. Concernant la métagénomique, il y a un seul résultat qui est significatif, il y a plus d'Escherichia coli dans le groupe non-cancer, donc dans le groupe contrôle. De façon anecdotique, l'OTU le plus prévalent
dans la population cancer, c'est un OTU qui clusterise avec Prevotella, qui est un germe qu'on peut retrouver dans le microbiote digestif ou encore dans le microbiote oral. On a regardé la différence également dans cette cohorte entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, on a une prédominance de germes que je qualifierais d'aérobie stricte, des Chryséobacterium, des Achromobactères, des Acinetobactères, des Delphtia. Ce sont des germes qui ne supportent pas l'anaérobiose. Donc on a surtout ça. Et puis chez la femme, eh bien, on a surtout des germes à prédominance digestive, notamment Escherichia, Casaltella également, Lactobacillus. Et puis on a des germes qui peuvent être également considérés comme soit digestifs, soit vaginaux. Et puis quand on compare tout ça à la littérature, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a vraiment pas de signature spécifique du cancer de la vessie. J'ai vu que 4 études qui traitaient du sujet, toutes faisaient ça par métagénomique. Et donc quand on regarde par exemple la diversité et la richesse, les études sont complètement discordantes. Un coup c'est abaissé, un coup c'est augmenté, un coup c'est inchangé. Il y a juste 2 études qui s'accordent à dire qu'il y a plus de microbes aérotolérants, donc même plutôt je dirais des microbes qui ne supportent pas l'anaérobiose dans le groupe cancer. Et puis je vous ai mis en gras les similitudes de certains travaux. Il y a 2 travaux qui suggèrent qu'il y a moins de lactobacillus dans le groupe cancer et donc plus dans le groupe contrôle. Et puis pareil pour les Veillonella. Donc voilà les 2 études qui finalement trouvent des résultats un peu similaires. On a plus d'Acinetobacter et plus de Geobacillus dans le groupe cancer, donc qui sont des germes qui sont intolérants à l'anaérobiose, donc ce sont des germes qui aiment l'oxygène. Et puis on voit des choses un peu contre-intuitives. Prevotella, que nous on avait trouvé associé au groupe cancer, est associé au groupe contrôle ici. Et puis Escherichia coli notamment, là est associé au groupe cancer. Donc conclusion, par métagénomique en tout cas, on n'arrive pas à trouver du tout de signature spécifique du microbiote urinaire vis-à-vis du cancer. Donc juste pour être complet, un dernier papier qui montrait que au niveau de la muqueuse vésicale, il y avait une augmentation de l'expression des gènes qui codaient pour l'infection et l'infection à staphylocoque doré. Ceci dit, le petit p est très limite et puis on voit que la différence, même graphiquement, est minime. Finalement, c'est vers des papiers cliniques qu'on trouve les choses les plus intéressantes, puisqu'il y a un papier qui a quand même 10 ans et qui suggère que chez les femmes, et ce phénomène est vraiment particulièrement associé en femmes, en réalité, le risque de cancer de la vessie diminue s'il y a eu des épisodes d'infection urinaire. Et ce phénomène est d'autant plus prononcé que le nombre d'infections urinaires est grand. On voit quand on monte jusqu'à 3, l'odds ratio diminue à 0,3. Et donc c'est pour ça que dans ce papier, il se demandait est-ce que c'est les infections urinaires véritablement ou est-ce que ce sont les antibiotiques qui ont été donnés lors des infections urinaires qui ont eu potentiellement un effet anticancéreux, parce qu'on sait qu'il y a certains antibiotiques, notamment les antibiotiques qui ciblent la synthèse protéique, comme les tétracyclines ou encore les macrolides, qui peuvent induire une diminution de la prolifération des cellules cancéreuses. Néanmoins, ce n'est pas du tout les antibiotiques qu'on donne classiquement dans les infections urinaires ou encore dans les pyélonéphrite. Et finalement, la tendance qui ressort dernièrement, en tout cas en ce qui concerne le traitement des cancers, c'est que les antibiotiques sont plutôt des immunosuppresseurs. Donc ça a été très bien montré, notamment avec les checkpoint inhibitors. Et donc on allait regarder, du coup, la présence, comme le disait Aurélie, d'uropathogènes chez les hommes et chez les femmes dans le microbiote urinaire. Et donc que ce soit par culture ou que ce soit par métagénomique, on retrouve significativement plus d'uropathogènes chez les femmes. Donc c'est une piste à explorer. Donc là, ce qui reste à faire à Abdourahmane Yacouba, c'est de regarder l'historique des patients cancer versus contrôle en ce qui concerne les infections de l'arbre urinaire. Et donc on est vraiment en train de se tourner vers un changement de modèle, puisque le BCG certes, mais il y a certainement le microbiote urinaire qui peut jouer un rôle dans l'acquisition du cancer. Et donc, vu qu'on met en cause éventuellement ces uropathogènes, on peut également regarder vers le microbiote digestif, puisque là, il a été montré, comme le disait le professeur Lagier, que la présence d'uropathogènes dans le tube digestif pouvait être prédictive de la présence d'uropathogènes dans le microbiote urinaire. Voilà, merci pour votre attention.